Mesdames, messieurs, chers amis, quel plaisir de vous voir ici, aussi nombreuses et aussi nombreux. Je peux vous dire que les ondes que vous avez apportées avec vous me font chaud au cœur. Alors, je vous le disais encore il y a 2 ans. Je vois que mon frère, mes amis me font signe, je vous vois. Il y a 2 ans, 2022, je vous disais, lors de la campagne des législatives, je vous disais 3 choses. Je vous disais qui j'étais, d'où je venais et le député que je voulais être. Je peux vous dire, mes amis, que durant cette période, tous les jours depuis maintenant 2 ans, il n'y a pas un seul jour où j'ai perdu ce fil conducteur dont je vous avais parlé. Évidemment, je vous avais parlé aussi de priorités dont j'avais mis sur mon programme, à savoir la santé, puisque l'hôpital d'Altkirch, l'hôpital de Saint-Louis, mais aussi la médecine de ville, je pense aux médicaux, paramédicaux et toute la chaîne de santé. Je pense évidemment sur le sujet de la sécurité, avec qui Monsieur le ministre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec qui j'ai travaillé étroitement, notamment sur les effectifs de gendarmerie et de police pour ce qui concerne Saint-Louis. Ce sont des actions que j'ai entreprises également avec lui et avec mon groupe, bien évidemment, mais également j'ai eu le plaisir et le privilège de porter une mission d'information au sujet de la sécurité civile, puisque mon groupe avait obtenu cette mission d'information et j'en étais le rapporteur. Donc à travers notre pays qui m'a permis d'avoir de nombreux déplacements, mais aussi en Europe. Je pense à l'Italie, je pense au Portugal, je pense à l'Espagne. L'occasion pour moi, à travers cette mission d'information, de porter le sujet de la sécurité civile que vous savez combien il me tient à cœur. Alors, je n'oublierai pas non plus, évidemment, cette jeunesse, puisque je suis allé la rencontrer. Je suis allé les voir dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée, non pas pour faire de la politique, pour leur parler de nos valeurs, les valeurs de la République, des valeurs de notre pays, des valeurs de nos institutions. Oui, mesdames et messieurs, les sujets sont nombreux. Et j'ai eu à cœur de continuer à porter ce sujet. Et bien évidemment, comme vous le savez, j'étais engagé sous les couleurs déjà en 2022 de mon groupe politique, qui est celui d'Horizon et dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. À travers ces sujets, bien évidemment, en 2 ans, il ne m'a pas été possible de tout résoudre. Vous le savez, néanmoins, nous avons obtenu des choses. Et des choses étaient en cours. Et aujourd'hui que nous sommes en 2024, 2 ans après, eh bien, je peux vous dire que mon engagement, ma détermination n'a pas faibli, bien au contraire. Je continue à porter avec force, avec vigueur, parce que vous y contribuez aussi, à votre manière, je le sais, en tous les cas, à porter cette foi qui me tient tant à cœur. Alors, entre-temps, il est arrivé un événement, c'était dimanche dernier, ça ne vous a pas échappé, puisque le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah bon ? Il paraît. Cher Edouard, je te l'apprends, ça m'embête, mais bon, je ne voulais pas le dire comme ça. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Vous savez que ce territoire que je porte dans mes tripes et dans mon cœur, ici, l'Alsace, le sud d'Alsace, ici à Altkirch et dans le Sungo, et le pays des 3 frontières, où nous venons à l'instant du côté des Indes. Je continue à porter ces valeurs parce que j'ai toujours eu à cœur de porter cette circonscription à Paris. Sauf que la donne a changé. La donne a changé puisqu'il y a eu dissolution et que le jeu politique, en tous les cas, le paysage politique a changé. Je vous le disais, mes valeurs, mes convictions n'ont pas, elles, changé d'un iota. Ce qui m'amène à vous dire, et à travers cette élection, où nous aurons chacune et chacun d'entre nous, ce pouvoir de décider de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Alors, certains voudraient nous opposer 2 blocs, des blocs d'extrême, qui moi, je vous le dis, aussi clairement que je suis devant vous, je ne m'y résoudrai jamais. Ils me trouveront toujours sur leur passage, je peux vous l'assurer. Alors, m'amène à parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, je lançais ma campagne ici. Et puis, j'ai paraphrasé une personne que j'estime, que j'admire. Et je me suis dit, plutôt que le paraphraser, et s'il venait nous rendre visite? Mesdames et messieurs, avant de lui donner la parole, je voudrais simplement accueillir avec vous, comme il se doit, pour l'honneur et pour le privilège qu'il nous fait, pour la 2e fois, de venir nous rendre visite, mesdames et messieurs, je vous parle de Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe.
Comme vous le savez, je vous l'ai dit, depuis 2022, les choses étaient très claires. J'étais engagé chez Horizon, sous le président Édouard Philippe. Aujourd'hui, évidemment, les choses sont très claires. L'histoire est la même. L'histoire est la même, les convictions sont les mêmes, et l'envie est d'autant plus la même. Pourquoi je vous dis ça, et je ne serai pas beaucoup plus long, parce que j'ai bien compris celui que vous vouliez aussi entendre, et ça me paraît très important. Parce que, cher Édouard, à travers, tu le sais, ce territoire qui me tient tant à cœur, cette 3e circonscription du Haut-Rhin, là où je suis né, là où j'ai grandi et là où je vis, avec ma famille, tu sais qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. On s'est également rencontrés à plusieurs reprises au parti, dans ton bureau. Et j'ai toujours beaucoup apprécié de quelle manière tu tenais à ce qu'on te raconte notre territoire, à ce qu'on pouvait te ramener comme information, en tous les cas, pour voir le pouls de la population. Parce que je pars du principe qu'il n'y a qu'une seule réalité, je te le disais encore tout à l'heure, et que j'ai parcouru la circonscription en long en large, parce que c'est pour moi plus que primordial. Il faut absolument qu'on puisse être entendu, et que les sentiments des uns et des autres soient portés à Paris, et je sais qu'à chaque fois, j'ai eu ton oreille. Encore une fois, je ne serai pas plus long, mais il m'appartient de te dire, plutôt devrais-je dire, je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, combien, déjà avant, mais encore plus maintenant, je ressens à travers les rencontres que j'ai depuis que je suis en campagne, mais même avant, on me disait, surtout, on a besoin de vous. Et moi, je leur disais aux uns et aux autres, et moi, j'ai besoin de vous tous. Nous avons besoin de nous tous. Parce que je le disais, je ne me résoudrai pas à ce propos des 2 blocs qu'on veut bien nous faire croire. Il y a une autre voie. Cher Édouard, je sais la vision, je connais le projet, je sais les valeurs, je sais ce que tu veux de notre pays, la France. Déjà par sa grandeur qu'elle doit retrouver, mais aussi par son rôle dans l'Europe, et plus particulièrement dans le monde, un monde qui va mal, mais qui va à 100 à l'heure et qu'on ne peut pas regarder passer. Bien évidemment, je voulais encore une fois te dire, cher Édouard, que tu pouvais compter sur moi sur ce combat-là, comme tu as pu le faire depuis le départ. Je suis plus que engagé, plus que motivé pour mener avec toi ce beau combat, ce beau projet, cette belle vision que tu as pour notre pays, la France. Mesdames et messieurs, je ne serai pas beaucoup plus long parce que je tiens absolument, évidemment, à ce que Monsieur le Premier ministre puisse prendre la parole et vous évoquer les sujets qui lui tiennent à cœur et en tous les cas la vision qu'il a. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, comme il se doit. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le maire et bonjour à tous. Il y a presque exactement 2 ans, j'étais ici devant le Café de l'Espérance avec Didier. Et un certain nombre de choses n'ont pas changé. La bière était fraîche et elle était bonne. Le nom du café suggérait une forme d'espoir à laquelle je ne suis pas insensible. Le maire était accueillant, sympathique. Et je parle du maire de la ville. Ouais, oui. Le maire était aussi très accueillant et sympathique. Et j'avais passé un très bon moment. Je me souviens avec émotion d'une assiette de charcuterie là-bas. C'est ça. Mais des choses ont changé. D'abord, les travaux sur la place de l'hôtel de ville ont disparu. Enfin, j'espère. Au bout de 2 ans, normalement, c'est fini. Hein. Et moi aussi j'ai changé d'ailleurs physiquement, mais ça n'est que accessoire. Et puis il y a quelque chose qui a changé, il y a d'autres choses qui ont changé. Il y a notamment le fait qu'il y a 2 ans, je croyais que Didier serait un bon député. J'en faisais le pari. Quand vous faites confiance à quelqu'un et que vous le placez devant des nouvelles responsabilités, que vous lui donnez l'opportunité d'avoir de nouvelles responsabilités, vous faites le pari que vous prenez une bonne décision et que ça va bien se passer. Et j'étais assez confiant. Aujourd'hui, je sais. C'est assez différent d'espérer et de savoir. Aujourd'hui, je sais que pendant 2 ans, Didier, à l'Assemblée nationale, était un bon député. Un député digne. Je commence par ça. Et c'est pas un hasard si je commence par ça. Parce que pendant 2 ans, à l'Assemblée nationale, j'ai vu des comportements, j'ai vu des propos, j'ai vu des façons de faire qui remettaient en cause des usages, qui remettaient en cause, au fond, le fondement même de la démocratie, qui est de dire que
nous acceptons l'idée d'être en désaccord dès lors que nous tranchons nos désaccords par le vote. Et pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu ça tous les jours. Et vous savez, à l'Assemblée nationale, quand ça chauffe, moi j'ai été député pendant 5 ans, quand ça chauffe, quand ça devient électrique, quand vous avez des gens qui ont pour seul objectif de brutaliser le débat public, c'est très difficile de rester digne. C'est très difficile. Vous avez envie de leur rentrer dans le chou. On ne va pas se raconter de blagues. Surtout quand vous êtes d'une bonne constitution, comme Didier. Là, pendant 2 ans, il est resté digne. Et il a représenté quelque chose qui a du prix ici et qui a du prix en France, c'est-à-dire une façon de faire de la politique qui considère que les désaccords peuvent être forts, mais que le respect doit être entier. Et ça, mesdames et messieurs, ça n'est pas rien. Et rien que pour ça, je suis content d'être ici pour vous le dire. Vous avez eu pendant 2 ans un excellent député. Et alors, je vais vous dire, franchement, si vous avez eu un excellent député, pourquoi en changer? Oui, regardez-le. Gardez-le. Il connaît le job, il le fait bien, et il a envie de continuer à le faire. Il y a un moment où il faut avoir du bon sens et il faut être raisonnable. Et donc, moi, je vous encourage très vivement, le 30 juin et le 7 juillet prochain, à voter pour Didier. Mais si je suis venu ici, si je suis revenu à Altkirch, et je suis heureux d'être revenu ici, c'est aussi pour vous parler, pas simplement Didier, vous le connaissez, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais pour vous parler de l'enjeu qui se joue le 30 juin et le 7 juillet prochain. Dimanche dernier, j'ai l'impression que c'était... c'est dimanche... Ah bon, bref, vous savez quand je vous parle. Hein. Le président de la République a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une décision souveraine du président de la République. Il m'a pas demandé son avis, enfin mon avis. Il n'avait d'ailleurs pas à le faire. Il a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, et je peux vous assurer que je tourne beaucoup. Hein. Hier, j'étais dans la Haute-Marne, puis dans la Marne, puis je vais vous dire, hier j'étais à Colombey-les-Deux-Églises, Chaumont, Reims, Thionville. Ce matin, Thionville, Brumat, Wissembourg, Agneau, Ézingue, et voilà, je termine en beauté à Altkirch. Qu'est-ce qui m'a frappé dans les gens que j'ai rencontrés à propos de cette dissolution? C'est beaucoup d'incompréhension. C'est beaucoup de questionnements, parfois d'insatisfaction, parfois de colère, et toujours de très grande inquiétude. On pourrait se poser la question de savoir si cette dissolution c'est une bonne ou une mauvaise idée, si c'est opportun ou inopportun, si c'est dangereux ou au contraire, si c'est une façon de clarifier le débat, comme le dit le président de la République. Chacun a le droit d'avoir son avis. Je suis certain qu'ici, beaucoup d'entre vous ont un avis. Et je vous garantis une chose, j'ai un avis extrêmement précis sur le sujet. Mais je vais vous dire, c'est pas là le problème. On peut en penser ce qu'on veut. Aujourd'hui, la dissolution, c'est un fait. Et c'est un fait politique. Il y a une élection législative le 30 et le 7 juillet. Et ce qui va se jouer le 30 juin et le 7 juillet est extrêmement important. C'est d'abord extrêmement important en termes démocratiques. Parce qu'une élection législative, c'est le moment où l'ensemble des concitoyens, tous les Français qui ont le droit de vote, expriment leur choix. Quelle que soit leur formation, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur préférence, quel que soit même leur rapport au vote. Certains votent à toutes les élections parce qu'ils sont enracinés dans une conscience civique, souvent familiale, souvent... Et puis d'autres, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus voté. Mais le 30 juin et le 7 juillet, notre pays, la France, considère que chacun de nos concitoyens a le droit de faire entendre sa voix pour savoir où il veut aller. La condition de faire ça, c'est qu'il y ait un débat éclairé. C'est-à-dire qu'on explique clairement les options qui sont celles qui s'ouvrent au peuple français, qui va choisir souverainement, et ce n'est pas les commentateurs qui vont choisir, ce n'est pas les sondages qui vont choisir, ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les responsables politiques, ce sont les Français qui vont choisir entre différentes options. Et pour ça, il faut que le débat public soit éclairé. Et c'est compliqué
d'avoir un débat public éclairé. D'abord, c'est compliqué d'avoir un débat public éclairé, quoi qu'il arrive, je vais vous dire. Mais c'est encore plus compliqué de l'avoir en aussi peu de temps. 3 semaines de campagne pour les législatives, c'est incroyablement bref, c'est incroyablement court. Bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la table? Certains disent une bonne occasion de censurer le président de la République. C'est une façon de voir les choses. La vérité, c'est que le président de la République n'est pas candidat aux législatives. Et que donc il va rester président de la République. La vérité, c'est que la question qui se pose, c'est pas de savoir si on aime ou pas le président de la République. La question qui se pose, c'est de savoir quelle majorité on veut donner au pays, et donc quel gouvernement on veut donner au pays. Sur quelle direction? C'est ça la question qui nous est posée à tous, autant qu'on est ici. Sauf peut-être aux plus petits d'entre nous. Mais ça les concerne, donc c'est formidable qu'ils soient là. Donc, je dis ça parce qu'il y a 2 jeunes filles ici qui manifestement ne sont pas en âge de voter. Ou alors, chapeau. Alors la meilleure façon de faire, c'est de dire au fond ce qu'on veut et de dire aussi ce que veulent les autres. Et puis ensuite, chacun fera son opinion et chacun votera en connaissance de cause, en conscience, c'est ça la démocratie. Qu'est-ce qu'on veut nous? Qu'est-ce qu'on veut nous avec Didier? On ne veut pas refaire ce qui a existé. En prenant la décision de dissoudre, le président de la République, il a mis un terme à la majorité présidentielle. Il ne l'a pas fait parce qu'il était contraint de le faire. Il ne l'a pas fait parce qu'il devait affronter des frondeurs. C'est arrivé dans le passé. Il ne l'a pas fait parce qu'une composante de la majorité, animée par des ambitions personnelles, lui menait la vie dure. Non, non, il l'a fait parce qu'il l'a décidé. Très bien. Mais si il l'a fait pour refaire exactement la même chose, je crois que ça n'a aucun sens. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est que mon objectif, ça n'est pas de reconstituer la majorité présidentielle telle qu'elle existait, ou d'obtenir je ne sais quelle relégitimation de la majorité présidentielle, de réexpliquer la même chose qu'en 2022 en vous disant que « Ah, vous n'avez pas bien compris ». Pas du tout. Je pense qu'ils nous devons faire quelque chose de neuf. Ce à quoi j'aspire, ce que Didier va essayer de construire à l'Assemblée nationale à partir du 8 juillet, c'est une nouvelle majorité parlementaire. C'est pas une ancienne majorité présidentielle. C'est une nouvelle majorité qui part du principe que si on veut faire avancer, d'abord, qu'on doit faire avancer le pays. Que la pire des choses, c'est l'immobilité. On est dans un monde qui se transforme à toute vitesse. C'est même dingue la vitesse à laquelle il se transforme, à la vérité. Par des évolutions technologiques, par des évolutions démographiques, par des évolutions géopolitiques. On vit dans un monde dangereux qui se transforme à toute vitesse. La pire des choses pour notre pays, ce serait de se dire surtout ne changeons rien. Surtout ne bougeons pas. Surtout ne prenons aucun risque. Surtout faisons comme si tout ce qui se passait dans le monde n'avait aucune espèce d'influence sur ce qui se passe chez nous. Donc moi, je considère qu'on doit transformer le pays. On doit le faire avancer, dans le bon sens si possible, et ça, on peut en discuter. Et donc, il faut, à partir du 8 juillet, construire une nouvelle majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire, pour moi, elle a vocation à exister dans tous ceux qui s'inscrivent dans le bloc central et qui refusent d'une certaine façon la domination idéologique par les extrêmes. Ça va, à mon sens, de la droite conservatrice à la droite libérale, à la démocratie chrétienne, au centrisme, jusqu'à la social-démocratie. Moi, je sais que dans ce spectre-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur tout. Et je pense, et je n'ai jamais pensé, qu'à l'intérieur de tout ce spectre, tout le monde devait être pareil. Je ne suis pas social-démocrate, mais j'ai du respect pour les social-démocrates. Je ne suis pas démocrate chrétien, mais j'ai du respect pour les démocrates chrétiens. Et je ne suis pas très conservateur, quoique avec l'âge, j'ai tendance à l'être de plus en plus. Mais bon, c'est un effet de l'âge, mais quand même, je ne suis pas très conservateur. N'empêche que j'ai du respect pour eux. Et surtout, je sais que personne, tout seul, ne pourra réussir à faire avancer le pays. Qu'aucune formation politique, à elle seule, n'est capable d'écouter, de comprendre et de traduire en actes la diversité des opinions et de la base politique de ce pays. Et donc, je dis, avant les élections législatives, tendons la main. Et essayons de construire avec ceux qui étaient dans la majorité présidentielle, sans doute, bien entendu, mais surtout avec ceux qui avaient décidé de ne pas y être, un programme qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous concentrer sur les priorités du pays, qui nous permet de nous mettre d'accord sur là où nous avons besoin d'agir, sous peine d'être déclassés. C'est une méthode différente, c'est une ambition différente, ça n'est pas refaire la majorité présidentielle, c'est construire une majorité parlementaire. Et pour faire ça, il faut évidemment tendre la main, il faut expliquer qu'on discutera après, mais il faut dire ce à quoi on croit. À quoi on croit ? On croit, et je ne vais pas vous embêter avec des mesures d'une grande technicité, parce que je ne crois pas que l'époque que nous vivons soit une époque où il faut s'écharper sur des mesures techniques. Je pense qu'il faut dire les choses le plus clairement possible.
Ce à quoi on croit, avec Didier, ce qu'on veut essayer de faire, c'est une majorité parlementaire autour d'idées relativement simples. La première idée, je vous l'ai dit, c'est que le monde se transforme et que la France doit bouger. Tout ce qui consiste à se dire que dans nos frontières, il n'y a rien à faire, et surtout, on va échapper aux transformations du monde, c'est absurde. Donc il faut se transformer. Ensuite, la deuxième chose qu'on a à faire, c'est de remettre un peu d'ordre dans ce pays. Donc pas que ce soit le désordre complet, quoique, mais on a besoin de remettre un peu d'ordre. C'est pas un gros mot, et surtout, ça n'est pas incompatible avec ce que je dirai après, qui est remettre de la liberté dans ce pays. On a besoin de remettre de l'ordre. On a besoin de remettre de l'ordre dans nos comptes. La vérité, c'est que depuis trop longtemps, on est en France complètement addict à la dépense publique. Je suis né en 1970. La dernière fois qu'un budget a été équilibré en France, c'était en 1974. J'avais 3 ans et honnêtement, je ne m'en souviens plus. Parce que je prêtais assez peu d'attention à ce sujet à l'époque, je dois dire. Oui, c'est vrai. Depuis 50 ans, mesdames et messieurs, nos dépenses publiques sont supérieures à nos recettes. C'est jamais grave la première année, c'est même jamais grave la 10e. Et même aujourd'hui, on peut continuer à vivre comme ça. Mais un jour, ça va être grave. Et le problème, c'est que vous avez plein de gens qui pensent que ce jour n'arrivera jamais. Or, la vérité, c'est qu'il peut arriver. Et je vais même vous dire quelque chose de plus. La vérité, c'est que ce jour peut arriver rapidement. Pour une raison très simple. Il n'y a pas de limite à l'endettement possible. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut fixer un niveau au-delà de 100% du PIB ou au-delà de 150% du PIB. En vérité, c'est pas vrai. Au Japon, les Japonais sont endettés à 200% de leur PIB. Et ils ne sont pas en faillite. Nous, c'est 110. Et on n'est pas en faillite. La France est le plus grand emprunteur d'Europe. Chaque année, elle emprunte. Chaque jour, elle emprunte. Et chaque jour, elle emprunte sans problème. Il y a plein de gens qui veulent prêter à la France. Parce qu'ils savent que la France rembourse ses emprunts. Parce qu'ils savent que la France est un pays stable politiquement. Parce qu'ils savent que la France a une parole. Et que donc les engagements qu'elle prend vis-à-vis des autres, elle les tient. Et aussi longtemps que nos prêteurs et nos partenaires sauront cela, on n'aura pas de problème. Et le jour, mesdames et messieurs, où ils auront un doute là-dessus, le jour où ils auront un doute sur notre stabilité politique, le jour où ils auront un doute sur notre capacité à tenir nos engagements, ce jour-là, la crise financière commencera. Et ce jour-là peut arriver vite. Il peut arriver vite parce que certains pensent et disent qu'on peut raser gratis. Certains pensent et disent, c'est vrai chez LFI et ses alliés, c'est vrai aussi d'une certaine façon chez le Rassemblement National et ses alliés, qu'on peut au fond promettre n'importe quoi parce qu'à la fin, l'argent, il y en a, et que la dette, c'est pas grave. Quand on raisonne comme ça, au début, c'est pas grave, mais après, ça se paye très cher. Et je vous le dis, nous ne sommes pas très loin du moment où, si nos partenaires doutent, et si nos emprunteurs doutent, enfin, si nos prêteurs doutent, on aura un problème financier. Je ne veux pas de ça. Je pense donc que nous devons remettre de l'ordre dans nos comptes. Un pays qui ne sait pas maîtriser ses comptes, au fond, c'est un pays qui s'abandonne. C'est un pays qui se fragilise. Et je n'ai pas du tout envie d'une France qui s'abandonne et d'une France qui se fragilise. Donc nous avons besoin d'un pays qui fait attention à ça. Ordre dans les comptes. On a besoin d'un petit peu d'ordre et un petit peu plus d'ordre dans la rue. Parce que c'est vrai qu'en France, on vit dans une société qui est de plus en plus violente, qui se voit de plus en plus violente, parce qu'il y a de plus en plus de caméras, mais qui est effectivement de plus en plus violente. Mon appréciation du sujet, c'est que c'est pas tant la police qui est en cause, c'est pas tant la gendarmerie qui est en cause, mais que l'élément faible de notre système de sécurité, c'est la justice. On a un problème avec la justice. Elle est à la fois trop lente, pas assez compréhensible, et on a un problème. C'est le maillon faible de notre système. Il faut donc qu'on accepte l'idée, avec des gens qui viennent de la droite conservatrice jusqu'à la social-démocratie, de régler une fois pour toutes ce sujet et d'avoir quelque chose comme système judiciaire qui soit plus crédible et plus accepté par les Français. Je ne connais pas de démocratie qui puisse survivre à l'idée que sa justice ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop inquiétant. De l'ordre dans les comptes, de l'ordre dans la rue, peut-être aussi un petit peu d'ordre dans nos têtes. Il faut rappeler un certain nombre de choses. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est aussi laïcité. Je ne crois pas qu'on puisse accepter ce qu'on a accepté peut-être par facilité, peut-être par désinvolture certaines fois, certainement pas dans mon cas en tout cas, de tentation et de langage et d'action antisémites, profondément antisémites. On en a eu encore des démonstrations, on a des drames qui se passent et on voit les réactions d'un certain nombre d'élèves. Je pense notamment
à une réaction que je viens de voir d'un député qui s'appelle Émeric Caron. Mais c'est scandaleux, cette espèce de facilité qu'ont les gens avec l'antisémitisme, cette désinvolture. On vit dans un pays où il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'on puisse faire des appels du pied au communautarisme religieux pour des effets de clientélisme politique. Et pourtant, on a vu ça réalisé, notamment à l'extrême gauche, et c'est profondément scandaleux. Et donc il faut le dire, et il faut le dénoncer. De l'ordre dans les comptes, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans nos têtes. Ensuite, il nous faut de la liberté. Il faut qu'on arrive à redonner le maximum de liberté à nos concitoyens, aux maires à qui on peut faire confiance, aux chefs d'entreprise, aux organisations syndicales dans les entreprises. J'ai toujours pensé qu'un bon accord, c'était un accord qui était signé dans l'entreprise. Un accord signé dans une entreprise en matière sociale, c'est un accord qui est tenu, qui est respecté. Autant je crois aux accords de l'entreprise, autant j'ai parfois du mal avec les accords nationaux. Parce qu'aux accords nationaux, c'est plus la liberté, c'est la posture. C'est déjà de la politique, d'une certaine façon, et pas forcément de la meilleure. On a besoin de plus de liberté. Ça veut dire qu'on a besoin d'un État qui s'occupe de ceux dont il doit s'occuper. Et il doit s'occuper de beaucoup de choses, mais pas de tout. Il faut accepter cette idée. Et faire confiance aux gens, faire confiance aux collectivités locales, faire confiance aux partenaires sociaux, faire confiance aux corps intermédiaires, faire confiance aux entreprises, faire confiance aux Français. On a besoin de refaire notre école, complètement. Si je devais donner la priorité, ce serait notre école. Notre école ne fonctionne pas comme elle devrait. Ce n'est pas une question de moyens. On y consacre beaucoup de moyens. Peut-être qu'on ne consacre pas bien les moyens qu'on consacre à l'école. Peut-être qu'il faut mieux dépenser. Mais ce qui est certain, c'est que si on laisse notre école dériver, on casse l'espoir de millions de Français dans cet instrument formidable d'intelligence et de promotion sociale. On doit reprendre notre école. Et on peut se mettre d'accord. C'est facile de se mettre d'accord. Ah non, c'est peut-être pas facile. Mais c'est possible de se mettre d'accord avec des gens de bonne volonté sur ce qu'il faut faire pour l'école. On est pro-européen aussi. Fondamentalement pro-européen. Je vois beaucoup de gens qui pensent qu'on sera plus libre et plus souverain si on quitte l'Union européenne, ou si au fond on ne tient aucun des engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'Union européenne. Non, donnons s'il y a bien un pays, un endroit où on peut dire que l'Alsace... Non. Non, donnons s'il y a bien un pays, un endroit où on peut dire que l'Alsace... Non, que l'Europe n'est pas un problème, mais un élément de la solution, c'est l'Alsace. Et ne doutez pas de ce qui est contenu dans les programmes des autres. À la fin, c'est systématiquement un affaiblissement considérable de la position de la France en Europe et donc de l'Europe. Voilà ce qu'on veut faire. Au fond, c'est simple. Construire une France plus puissante, c'est pas un gros mot, plus prospère, c'est pas un gros mot, plus juste et plus libre. Et puis vous avez les autres. Et là, je peux vous dire que ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas me pose problème. Et devrait vous poser problème. Je commence par LFI et ses alliés, la NUPS ripollinée en Front populaire. Et je vous invite, parce que c'est la démocratie, parce qu'il faut la prendre au sérieux, à aller lire leur programme, à le prendre et à le lire. Et à le lire sur les sujets que vous considérez importants. Et vous verrez, et vous vous ferez un avis. Et c'est pas parce que je vous le dis que vous me croirez, mais vous vous ferez un avis. Vous ferez un avis sur ce monde dangereux dans lequel on vit, et sur l'ensemble des arguments qui ont été posés par la France Insoumise et ses alliés en matière de défense. Alors la lecture ne vous prendra pas beaucoup de temps, parce que sur les questions de défense, il n'y a rien. On doit vivre dans un monde sans danger, où il n'y a pas de problème, parce que sur la défense, il n'y a rien. Pas un mot sur la doctrine, pas un mot sur l'emploi des forces, pas un mot sur l'industrie de défense, rien. Rien, absolument rien. Parce que, quoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Certains veulent sortir de l'OTAN, d'autres ne veulent pas. Certains sont pour la dissuasion nucléaire, d'autres ne sont pas pour. Certains pensent qu'il faut poursuivre l'effort de défense, d'autres pensent qu'il ne faut surtout pas poursuivre l'effort de défense. Ils ne sont d'accord sur rien, et donc ils ont choisi de ne pas en parler. Moi, ça m'inquiète. Ce n'est pas le seul sujet. C'est vrai aussi sur l'écologie, ou plus exactement sur la production d'électricité. Il y a au sein de l'alliance constituée autour de LFI des gens qui sont favorables au nucléaire et d'autres qui sont radicalement opposés. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de mettre d'accord les communistes et les écologistes sur le sujet, il faut reconnaître. Donc vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne pas en parler. Ils ont pris le tapis, ils ont levé le tapis, ils ont mis la ceinture nucléaire dessous et ils ont fermé le tapis. Et on n'en parle plus. Pas de position. On ne sait pas ce qu'ils veulent en matière de lutte contre le dérèglement climatique. On ne sait pas ce qu'ils veulent en matière de décarbonation de la production d'électricité, parce que justement, il ne faut pas en parler. Rassemblement national,
a une position que je trouve, et je le dis, je ne suis pas là pour insulter les gens, que je trouve difficilement compréhensible. Et je voudrais vous dire pourquoi. Dans le programme du Rassemblement National, il y avait encore, il n'y a pas longtemps, l'idée qu'on sortait de l'Union Européenne. Elle n'est plus là, et finalement, on ne sort pas. Il y avait l'idée qu'on sortait de l'euro. Finalement, elle n'est plus là, on ne sort pas. Il y avait l'idée qu'il fallait sortir de l'OTAN. Finalement, elle n'est plus là, on sort que du commandement intégré. Mais c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'en fait, on n'en sortait pas quand même. C'est aujourd'hui, ouais. Ah, il faut suivre. Hein. Hop, on sortait pas du commandement intégré. Il y avait l'idée qu'on baissait la TVA sur les produits de première nécessité, parce que vraiment, c'était injuste. Et finalement, non, ça va être compliqué, on va pas pouvoir le faire. Il y avait cette idée formidable que, pour faire plaisir à tout le monde, on allait baisser l'âge de départ à la retraite. Parce que vraiment, c'était scandaleux d'avoir fait cette réforme où on travaillait plus longtemps. Et finalement, on va pouvoir le faire. Au fait, je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un élément qui est comparable chez LFI et chez le Rassemblement National. C'est fondamentalement l'idée qu'on a envie de dire aux gens les choses qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est une façon de faire de la politique. C'est une façon de faire de la politique. Vous pouvez très bien choisir de faire de la politique en considérant que la bonne façon de vous faire élire, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis ensuite, on verra bien. C'est ce que j'appelle raser gratis. Ça n'existe pas. Je vous assure, ça n'existe pas. Un bon homme politique, c'est pas un homme politique qui dit des choses pour être populaire. C'est quelqu'un qui accepte d'être impopulaire parce qu'il pense que c'est dans l'intérêt de son pays. Quand je dis qu'on va devoir travailler longtemps, et plus longtemps, pour rester prospère, je sais que c'est pas populaire. Je ne le dis pas pour emmerder le monde. Je le dis que c'est parce que c'est la seule façon d'économiser, plus exactement d'équilibrer nos comptes et de rester un pays prospère. Et un pays prospère, c'est un pays qui est plus juste, qui peut redistribuer de la richesse. Chez LFI et au Rassemblement National, vous avez cette propension incroyable à considérer que dès lors que vous pensez quelque chose, ça se passera. Ben oui, et ça, c'est pas le propre des gens qui ont l'expérience de gouverner. Bref, mon objectif et l'objectif de Didier, c'est de construire un pays plus prospère, et c'est important, plus puissant, et c'est essentiel, plus libre, et c'est fondamental, et plus juste, parce que ça n'est pas une option. Si vous vous retrouvez là-dedans, si vous ne voulez pas que le pays soit comprimé dans un débat entre deux pôles extrêmement violents, que sont LFI et ses alliés, et le Rassemblement National, violents intellectuellement, et parfois violents pas seulement intellectuellement, alors vous avez une alternative. Et il y a une alternative. Et il faut refuser cette espèce de tenaille insupportable entre l'extrême gauche et la droite extrême. Il y a une alternative. Dans cette circonscription du Haut-Rhin, l'alternative, elle s'appelle Didier Lemaire. Dans toutes les circonscriptions de France, il y a des alternatives. Et je vous appelle ici à voter pour Didier. Parce qu'il sera un député qui portera l'envie de construire l'avenir du pays. En étant ouvert, en étant sérieux, en racontant pas ce qu'on pense qu'il faut dire pour se faire élire, mais en ayant toujours comme boussole ce qu'on pense bon pour le pays, même quand c'est impopulaire. C'est une exigence, mais je vais vous dire, c'est une exigence qui est facile, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est une exigence que comprennent les Français. Ils savent très bien, les Français, quand on vous raconte des cracks. Les Français sont un peuple, mais pétri de bon sens. Et ils voient très bien quand ils ont envie de dégager quelqu'un. Ils voient très bien quand ils n'aiment pas quelqu'un. Mais ils voient très bien aussi quand on leur raconte des cracks. Quand on leur dit des trucs qui sont tellement agréables à entendre, mais qui en vérité ne sont pas vrais. C'est là-dessus, mesdames et messieurs, qu'il faut travailler. Vous avez, je ne sais plus combien de jours, 10 jours 11 jours. Formidable. 10% plus. 11 jours avant le 30 juin. 11 jours pour convaincre. 11 jours pour mobiliser. Il faut une mobilisation exceptionnelle. C'est un choix décisif qui est ouvert pour les Français. Il faut qu'ils y participent. Tout ce que vous pouvez faire pour faire voter les gens. Tout ce que vous pouvez faire pour leur montrer l'enjeu de cette élection est bienvenu. Dans le respect des positions de chacun. Il ne s'agit pas d'aller insulter les gens. Mais dans la clarté du propos aussi. Tout ce que vous ferez pendant ces 10 jours sera utile pour le pays, sera utile pour la démocratie. Cette responsabilité, elle est collective. Ce n'est pas simplement les candidats qui font campagne. C'est le pays entier qui doit pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être ici, 2 ans après, au Café de l'Espérance, pour boire une bonne bière, et j'espère qu'elle est fraîche et qu'elle arrive rapidement. Merci à tous.